Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom. Mon invité aujourd'hui, Madeleine Melchion. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Madeleine Melchion, agrégée d'histoire, géographie, diplômée de l'ENS, l'École normale supérieure. Vous avez été journaliste et vous publiez l'ouvrage que voici à ceux qui nous parlent comme à des enfants. Mon voyage en Septuagénie à retrouver sur la boutique de TVL. C'est édité chez Max Milo. Alors, madame Madeleine Melchion, à 70 ans, vous dites avoir vécu un changement radical dans votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous. Évidemment, c'est pas 70 ans pile. Hein. Oui, aux alentours. Voilà. Bon. Ça, tout le monde le comprendra. Je sais pas, ma vie a complètement changé. Si je peux prendre une image, je dirais que toute la période de la soixantaine, c'est-à-dire de 60 à 70, c'était un chemin un peu aride, parce qu'on commence à vieillir, on a des petits soucis. Bon, mais c'est plat, il n'y a pas vraiment de danger. Il faut juste un peu de persévérance, il faut un peu et on arrive au bout, pas tout le monde bien sûr, mais en majorité, on arrive au bout, voilà. À 70 ans, on est encore... bon. Mais on a dû faire des efforts, des concessions aussi. On a dû avoir les premiers deuils d'activité. Il y a des sports qu'à 70 ans, on ne pratique plus, qu'on abandonne bien dans la période antérieure. Oui, on fait plus d'escalade, quoi. Bon. Mais c'est bon. Et puis à 70 ans, devant soi, ça fait comme un col. Et devant soi... Il y a ça descend, c'est comme si j'avais passé un col, mais c'est pas du tout la même chose. C'est pas vous décrivez un paysage chaotique, voilà. Déconcertant, troublant. Oui, il y a des rochers, il y a des comment vous dire, il y a de l'eau stagnante, il y a de la boue, il y a des feuilles qui se baladent là où elles devraient pas se balader, il y a des ronces qui traversent le chemin et on se pique. Et puis tout d'un coup, on a quelques mètres au contraire où tout est redevenu assez calme, c'est plutôt sympa. Et puis de nouveau, il y a un virage et là de nouveau ça devient difficile. C'est-à-dire que là, réellement, c'est un changement radical. Ce matin même en venant chez vous, j'ai rencontré une dame dans mon ascenseur et elle m'a dit... j'ai dit mon âge et elle me dit mais vous savez les enfants ils comprennent pas qu'on a ce ralentissement des choses, qu'on peut pas réagir comme avant. Donc je pense que mon exemple est pas du tout rare. Bon, c'est pas de la sociologie, c'est pas de la science évidemment. Alors, c'est pas académique. Vous dites pratiquer une forme de militantisme pro-vieux parce que vous en avez marre du traitement qu'on réserve aux gens de votre âge, aux septuagénaires, en particulier envers les femmes. Alors qu'est-ce qui vous choque? Ce qui me choque, c'est que on veut qu'on soit comme une poupée mécanique. Non, j'exagère peut-être un peu, mais qu'on soit une vieille bien formatée, facile à reconnaître, et qui ne dérange rien dans ce qu'ils font. On vous range dans un coin. Voilà. Si je suis sage, si je mets de temps en temps mon grain de sel, on me laissera parler. Mais bon, pas trop, hein. Voilà. En plus, a priori, je sais rien. J'ai rien compris à la jeunesse. Je suis une boomer, donc j'ai des idées complètement révolutionnaires, ou etc. Et j'ai rien pigé à ce qui se passe de nos jours. Alors vous citez les intimidations, les mensonges, les menaces, les arnaques. Oui. Vous êtes passé chez le garagiste, vous en avez eu des arnaques apparemment. Oh là là, c'est pas le garagiste, c'est un monsieur qui habitait dans une résidence et qui se pointe dans une résidence où j'étais allé voir un ami, et il se pointe au café où j'étais le lendemain en hurlant « Où elle est la vieille ?» Bon, déjà dans le café, ça fait pas bon. Et après il vient vers moi et me dit « Bon, écoutez, hein, grand, fort, faut pas exagérer, hein. Là, vous avez vu dans quel état vous m'avez mis ma voiture, hein, vous étiez bourré, hein, hier, en partant. Hein, et ma voiture, qu'est-ce que j'ai? J'en ai pour beaucoup. Et puis, il me gronde. Hein. Et moi, je lui dis, mais j'ai rien fait de tout ça. Mais je n'ai absolument pas touché votre voiture. J'en étais certaine. J'aurais pu faire erreur, mais là, non. J'en étais certaine. Et 2 minutes après, alors, mais je pouvais pas répondre. Il me laissait même pas la parole. Et il me dit, oui, je vais vous proposer un deal
vous me donnez 3 000 € tout de suite en cash, et comme ça, j'en parle pas. Je ferai pas mon assurance et tout. Alors, qu'est-ce que c'est que cet embrouille? Et mon ami arrive justement quelques minutes après. Déjà, quand il a vu un homme... Là, il s'est radouci, là. Ouais, bon... En plus, il est plus jeune que moi, cet ami, là, bon, il a quand même la soixantaine. Oui, bon. c'est profiter de la faiblesse de quelqu'un, c'est pénalement répréhensible. Pour lui extorquer quelque chose, exactement. Bon, alors, dès que mon ami s'est assis, qu'il m'a demandé ce qui se passait, il a dit, oh bon, bah écoutez, oui, c'est vrai. Enfin bon, il s'est aplati, quoi. C'est pas la peine que je prolonge l'anecdote, vous la comprenez. Et il est parti, et il m'a plus rien demandé. Et ma voiture n'avait pas de traces, plus du tout. Et il est vrai que j'étais absolument pas rentré. Ça aurait pu arriver, hein, parce que je conduis mal, maintenant que je suis vieille. Mais... Et alors, vous dites aussi que le traitement réservé aux femmes de plus de 70 ans, il est totalement différent de celui qu'on peut réserver à un homme du même âge. L'homme de la 70 années passées, c'est un vieux sage. Oui. Vous dites, on est une sorcière, une marâtre, une empoisonneuse. Oui, c'est des termes un peu... Oui, un peu durs. Un peu durs. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Le vieux monsieur qui s'assoit avec sa grosse bedaine, etc. Il est respectable, c'est le vieux patriarche. Oui, on l'appelle par son prénom. Alors Bernard, ça sera un demi comme d'habitude, tout ça. C'est un ancien. On l'appelle pas, on dira jamais c'est un vieux, on dira pas où il était le vieux, on dira où il est le, je sais pas, monsieur. D'ailleurs, on lui donnera son nom. Et donc, il y a une autre chose que je souligne au passage, puisque j'ai dit ça sur le nom, c'est que on n'a plus de nom non plus. Alors là, je ne sais pas parler de la différence entre les hommes et les femmes. Je pense oui, que on vous appelle ma petite dame. Alors ça vous déplaît, ça aussi. Ma petite dame, ça dépend comment c'est dit aussi. Ma petite dame, il est ambivalent. Ouais. Il peut être dit très gentiment. Et à ce moment-là, on est très content d'être une petite dame. Bon. Mais le plus souvent, c'est dit pour se débarrasser de nous. Allez, la baguette pour la petite dame. Ah, j'avais mis de côté une baguette pour la petite dame. Allez, file. Voilà. Et donc, on s'attarde pas. Hein. On nous fait sortir du magasin, quoi. Voilà. Alors vous n'avez pas l'habitude de vous laisser faire, puisque vous avez pris l'habitude de remettre en place les gens qui vous traitent un peu avec le dédain, quoi. Oui, j'essaye. Et c'est une autodiscipline très difficile pour moi. Ou difficile, on va dire. Enlevant le trait. Je sais pas s'il faut le garder ou pas. Mais je suis assez rentre-dedans, naturellement. Voilà, je suis spontané, je tourne pas ma langue cette fois dans ma bouche avant de parler. Et donc, il peut m'arriver d'être incorrect, de vexer, de faire du mal, parce que je réponds de façon trop impulsive. Donc, j'ai pas vu de psychiatre ni de machin, mais j'ai décidé par moi-même de me faire des exercices pour voir comment je peux déminer. Ou quand j'ai fait une mauvaise réponse, je me dis, comment t'aurais pu la tourner pour qu'elle ne soit pas quand même aussi rentre dedans. Donc je me fais des exercices comme ça. Par exemple, pour le cigare, là c'est pas très difficile de se faire des exercices. Donc je fume le cigare depuis je sais plus combien de temps. Et alors on vous a déjà repris avec votre cigare, on vous avait entendu, ça doit être une vieille lesbienne celle-là, avec son gros cigare, c'est un truc plutôt de bonhomme, quoi. Un jour, j'étais dans une guinguette, vous savez, j'étais dans la Drôme, c'est là que j'habite l'été. Donc, c'est des petits balles, des petites balles. Et donc, j'étais dans une guinguette, et je fumais un cigare. J'étais à l'extérieur, tout était à l'extérieur. Un cigare n'était pas énorme, hein. Et tout d'un coup, j'entends, j'avais même pas regardé, vous avez pas honte? Vous êtes en train d'asphyxier un enfant de 6 mois. Mais qu'est-ce que c'est que ce comportement? Vous savez même pas ce que c'est, mais est-ce que vous savez seulement ce que c'est qu'un enfant? Sa fragilité, ses bronches, je sais pas quoi. Et surtout, j'avais rien vu. Et je me tourne et je vois en effet un monsieur et un peu plus bas, le gamin. Bon. Et là, j'ai réussi à désamorcer quand même. C'est un cas où j'ai réussi. Et parce que vous avez vu qu'il tenait quelque chose dans ses doigts, ce monsieur? Non.
Et vous écrivez dans votre livre que ce monsieur, il vous reproche peut-être de fumer un cigare à proximité de son enfant, mais lui, il tenait un joint de cannabis dans les mains. Ah ouais, il y en a plein qui ont des joints dans ces gaguettes. Hein. C'est un endroit où c'est plus ou moins toléré. On se met un peu dans le... Enfin, moi, je ne fume pas. J'ai jamais fumé un joint. Oui. Bon. Alors, donc, je lui ai dit, mais monsieur, je n'avais pas vu votre petit enfant. En effet, si vous voulez, je veux pas. Alors, c'est là qu'il faut tenir quand même. Et il s'en est pris à vous parce que vous êtes une dame d'un certain âge. Il aurait peut-être pas eu la même réaction s'il avait eu un vieux bonhomme face à lui. Exactement, un homme qui fume le cigare. Il aurait peut-être dit, mais il aurait dit plus gentiment. Ouais. Il aurait peut-être demandé quand même. Il a l'air tellement à cheval sur les bronches de son enfant qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais ce que j'ai proposé, j'ai dit, écoutez, je m'éloigne un petit peu, mais je ne veux pas arrêter de fumer mon cigare, c'est mon plaisir. J'en fume un tranquillement tous les soirs. Il n'est pas question que je l'éteigne. Et donc c'est d'essayer d'arriver à des trucs comme ça où... D'ailleurs, dans cette histoire-là, ce qui est rarissime, 10 minutes, un quart d'heure après, il est venu s'excuser. Ça, alors là, c'est la première fois que ça arrive. C'est son joint qui avait fait effet, il s'était calmé. Peut-être, il s'était senti plein de bonté envers le monde entier. Sûrement. Comment vous expliquez, Madame Madeleine Melchion, que le respect dû aux anciens est disparu? En tout cas, c'est le cas en Occident. Il y a des pays, par exemple, je pense au Japon ou en Afrique, où en Chine. Nos ancêtres, les vieillards sont respectés. En France, c'est plutôt place aux jeunes. On le voit d'ailleurs avec la nomination du nouveau Premier ministre qui a, je crois, 34 ans. Oui, c'est vrai. Donc cette disparition du respect dû aux anciens. Ça vient, je pense, du fait que nous sommes dans une économie libérale, toute. C'est-à-dire, il y a eu des gradations, il y a eu des allées, il y a eu des retours, mais bon... Nous sommes dans une économie libérale, donc par conséquent, les personnes sont définies en relation avec leurs valeurs marchandes. Mais vous ne produisez plus de ma valeur marchande. Je ne produis plus, je ne crée pas de valeur. Donc je n'ai pas de valeur. Ouais. Voilà. Oui, c'est ce que nous a raconté Jacques Attali sur un plateau de télévision. Oh, c'est possible. C'est pour ça qu'ils sont en train de mettre en place des lois sur l'euthanasie. C'est parce que dès que vous ne dégagez plus de capital, vous êtes gentiment appelé à... Oui, alors si c'est une façon en effet de se débarrasser des vieux, c'est un peu embêtant. Bon, je ne vous parlerai pas de cette question parce que j'arrive pas à me faire une opinion sur l'euthanasie. Je me défile parce que je suis hésitante. Mais en tout cas, au moins, si on ne nous envoie pas au cimetière, on nous a bien envoyé déjà avec le Covid, ça s'est fait tout seul. C'était bien. Non, je suis très cynique là. Vous n'avez pas tort. Non, un petit peu. Le remdesivir, on s'en souvient. Mais bon, qu'au moins, on n'enquiquine pas, on nous, voilà. Bon, puisqu'on sert à rien, on sert à rien. Par contre, on a trouvé le filon pour qu'on serve quand même à quelque chose dans cette économie libérale. Bah oui, parce qu'il y a des déambulateurs à vendre, il y a des chaises roulantes à vendre, oui, et puis des EHPAD aussi à faire fonctionner. Nous sommes un marché. Ouais. Alors là, maintenant, au contraire, c'est la pléthore. Oui, les déambulateurs. Un jour, je vais dans un magasin chinois, je tombe, ils avaient laissé une trappe ouverte sans garde-fou au beau milieu du magasin, avec un escalier. Et moi, je regardais un poisson, c'était au moment du Nouvel An chinois, je voulais l'acheter, je tirais dessus. Bang, je tombe, je fais tout l'escalier. Tout l'escalier. Vous vous rendez compte? C'est un accident grave, hein. Eh ben, ils se sont précipités vers moi, alors là, ils ont été pleins d'attention, hein. Ils ont été pleins d'attention parce que ils avaient peur que c'est pas tout à fait en lien avec le fait que nous soyons consommateurs, parce que ça m'a fait penser à un magasin. Mais ils ont été plus que gentils, parce qu'ils ont eu peur que je porte plainte. C'est-à-dire, on s'intéresse à nous si aussi on peut causer un petit ennui. Donc, on est aussi forcés, enfin, les autres, pas nous les vieux, ils sont aussi forcés de nous chuchoter un peu. Hein? Puis il y a toute cette idéologie qui vient des États-Unis, je crois, du care, du soin. Ouais. Et donc, il faut aussi, il faut nous mettre à notre place, faut pas nous brutaliser, mais en même temps, il faut un petit peu de douceur. Hein, justement pour qu'on grogne pas, pour qu'on ne devienne pas des mémés qui persifleuses comme il y en a certaines, ou qui cancanent sans arrêt. Oui, il y a un parallèle avec le bien-être animal, quoi. Il faut qu'on vous entoure un peu comme un animal, quoi. Oui, comme un doudou. Un peu, ça c'est très gentil, un doudou. Hein. Alors, vous êtes de la génération du baby-boom, madame, vous êtes née en 1945.
Certains vous reprochent d'être des 68 arts attardés, d'avoir profité allègrement des 30 glorieuses, d'avoir une retraite dorée. Qu'est-ce que vous leur répondez à ceux-là qui vous disent que vous êtes né avec une cuillère en or dans la bouche? Ce que je réponds, c'est qu'il faut une erreur tout simplement chronologique et historique, à savoir que nous sommes donc les enfants d'après-guerre, et par itération, ils pensent que nous sommes les enfants de la reconstruction qui a eu lieu, quand on a commencé à faire monter des HLM partout. De la croissance à 6 ou 7%. Le commissaire national de la résistance qui a lancé, industrialisé la France, etc. Donc, il y a eu, évidemment. Mais ça a commencé, on est sorti, disons, d'une espèce de misère générale. Moi, je faisais partie des classes, on va dire, moyennes, mais pas très supérieures, moyennes. Et on avait une vie difficile. Il fallait... Oui, de 45 à 55, je crois que les tickets de rationnement ont été arrêtés en 49 ou 50. Exactement. Il y avait les tickets de rationnement, il y avait la goutte de lait, parce que nos mères n'avaient pas de lait, parce à cause des restrictions de la guerre. Donc, on leur donnait du lait. Vous savez, dans ma famille, il y a eu un drame, je peux vous le raconter. J'étais petite, donc ça m'a pas trop perturbée. Mais j'ai une petite sœur qui est morte de la toxicose à 9 mois, qui était née 2 ans après moi. Et de quoi elle est morte? Ma mère n'avait pas de lait, suffisamment nutritif. Eh bien, elle est allée à la goutte de lait et on leur donnait du lait en poudre des surplus américains pour des rations des soldats. Et ben c'est avec ce lait-là que cette gamine-là, elle a pris une toxicose et elle est morte en quelques heures, avec impossibilité de faire quoi que ce soit. La pénicilline, les antibiotiques ne rentraient pas en France, ils sont rentrés très tard. Donc, vous voyez, c'était pas du tout rose. Le pays était dévasté, les ponts avaient sauté, enfin, c'était pas général. Bon, on nous montre toujours Dresde et tout ça, mais il y a eu aussi en France des destructions. Et donc, en fait, pour les communications, mon père était vétérinaire, il allait faire ses courses, il allait visiter les paysans à moto. Très souvent, il faisait une grande partie du chemin à pied, parce qu'il pouvait même plus rouler. Donc, peu à peu, non, on est sorti, peu à peu, oui, pardon. On est sorti de là, on a commencé à avoir, par exemple, un petit peu de confort ménager. On a les arts ménagers, je crois que c'était en 57, quelque chose comme ça. Le réfrigérateur qui arrivait, la télévision qui arrivait. Peu à peu, on a déménagé parce qu'on a eu assez de sous pour construire une maison. Et de là, on est passé dans, en effet, une classe moyenne un peu supérieure, aisée. Mais c'est arrivé après... D'ailleurs, j'ai découvert chez un bouquiniste un livre étonnant, très beau d'ailleurs, d'images de cette période. Et eux, c'est écrit avant... C'est Jean Fourassier, un économiste, qui a sorti l'expression de 30 glorieuses. Bon. Eh bien, sur ce livre, c'est un gros livre, avec plein de photos. Les 2 glorieuses. Ils avaient écrit les 2 glorieuses, et pas du tout dans un but polémique. C'est parce que pour eux, c'était évident qu'il n'y avait que 20 ans à peu près. Parce qu'après, l'autre butoir, c'est 70. Oui, les 20 glorieuses, Donc ça fait pas les 30 glorieuses, ça fait peut-être les 20 glorieuses, si vous voulez. Mais c'est pas pour faire de la polémique stérile. C'est pour montrer que, on n'est pas né avec une cuillère d'argent, on n'a pas été des enfants qui ont reçu des cadeaux, on n'a pas été... À partir d'un moment, oui. Mais moi, j'avais peut-être 10, 11 ans, 12 ans, quand ça a commencé à se décanter, et qu'en fait, oui, j'ai eu une vie, mes parents ont commencé à voyager, on est allés à l'étranger, tout ça, on a eu cette vie un peu facile de la classe moyenne, mais avant, non. Alors vous évoquez aussi l'état du système de santé français. Il a fallu quand même l'arrivée du Covid pour que les Français découvrent l'état du délabrement de ce système de santé. Vous, femme née en 1945, qu'est-ce que vous pensez de ce système? Comment est-ce qu'on vous reçoit? Oh, moi, ça va bien. La plupart du temps. Vous décrivez certains moments où le médecin il vous reçoit et puis il vous flanque à la porte après que vous ayez payé, quoi. Alors, ce qui m'arrive arrive à toute la société et pas qu'à moi en tant que vieille femme. À savoir le fait qu'il faut prendre les rendez-vous très en avance, très en amont, etc. Mais pour nous, c'est encore plus pénible parce que on se retrouve d'abord avec pléthore de soignants de toutes sortes.
Alors, il y a l'infirmière, il y a si on accepte tout. Hein. Bon, il y a l'infirmière, il y a le kiné, il y a un chirurgien par-ci par-là parce qu'on a un petit bobo. Il y a il y a déjà 5 ou 6 personnes, plus tout le personnel domestique, que j'appelle, parce qu'on en est revenu à ça, des domestiques, c'est-à-dire les dames qui font le ménage, les cuisines, voilà, toutes les aides ménagères, le jardinier qui vient couper. Donc on est, en fait, chez nous, moi je m'en suis rendu compte, au début, avant 70 ans, même entre 60 et 70 ans, j'étais seule chez moi. J'ai une grande maison à la campagne, je voyais bien que j'étais seule. Et maintenant, depuis, et il y aura de nouveau quand j'y retournerai au mois d'avril, il y a un défilé de soignants, d'infirmières, oh, mon Dieu, mais c'est incessant. Il n'y a pas de quoi se plaindre alors? Bah, si, parce que moi, j'adore rester tranquille sans rien faire. Hein. Et non. Mais comment vous feriez si vous n'aviez pas une cuisinière pour s'occuper de vous? Je pense qu'on anticipe trop. Bien sûr que je vais en avoir besoin. Vous couvez, c'est ça que vous aimez pas? C'est parce que, toujours pareil, comme c'est un stéréotype, comme on est stéréotypé, à partir d'un moment, faut que tu aies un pilulier. C'est comme si c'était automatique et presque indépendant. Enfin, là, j'exagère. Oui, on vous fait rentrer dans un système. Voilà, complètement. On nous mécanise. Bon, et ça, moi, j'aime pas ça. Hein. Bon, évidemment qu'il y a des choses qui sont utiles. Je vais pas vous dire le contraire. Il y a des gens en plus qui viennent et qui sont très compétents. Faut toujours faire les nuances. Mais malgré tout, c'est très agaçant. Toute la journée, ça défile, ça sonne par-ci, ça sonne par-là. Moi qui aime bien rester dans le silence, tranquille, je suis pas forcément très heureuse. Alors, avec l'âge, Madeleine Melchion, vous constatez des pertes de mémoire, des difficultés d'adaptation au changement, une réactivité, une anticipation un peu en berne. Comment vous faites face à cela? C'est très dur, hein. C'est justement ce que me disait la dame ce matin quand je suis sortie de l'ascenseur. Elle m'a dit, mais ils comprennent pas qu'on est lent. Et elle me l'a dit tout de suite, spontanément. Elle savait pas que j'avais écrit un livre, rien du tout. Elle m'a parlé comme à une voisine. Elle m'a dit, mais ils comprennent pas qu'on est lent, qu'on peut pas faire tout ça. Et en effet, l'exemple le plus évident, hein, c'est la digitalisation. On fait tous les efforts qu'on peut. Hein. Moi, on n'est pas préparé. J'étais journaliste, au moins je savais ce que c'était qu'un clavier. Du traitement de texte, j'ai fait un petit peu de PAO au début, c'est tout. Mais quand il faut que j'appuie ma banque assurance, qu'après il faut que je rentre le mot de passe, qu'après ce mot de passe il faut des mots de passe pour tout maintenant. Le mot de passe qui doit être validé par un autre mot de passe qui m'est envoyé par mail et que j'ai 5 secondes pour le transposer là. Non, on devient fou. C'est terrible. Hein. Moi je prends des rages impossibles, je prends des crises de larmes. Ah oui. Je sanglote des fois. J'en ai, c'est trop. Et pourtant, je fais quand même partie je fais partie de celles qui ont eu de l'éducation, qui ont touché à des métiers qui m'ont quand même un peu mis en familiarité. Mais il y a certaines fois, c'est intenable. C'est dur à comprendre et on oublie, on nous explique, mais on oublie. Donc, c'est très dur. J'ai pris des cours, moi, carrément. De mon côté scolaire, j'ai dit, je vais prendre des cours parce que j'y arrive pas toute seule. Mais ça me coûte cher, hein. Vous évoquez, ça sera ma dernière question, madame, le rapport au corps qui change. Vous expliquez un jour avoir découvert avec effroi votre corps de vieille. Comment on fait pour pas déprimer alors? Je sais pas. C'était qu'un jour, je me suis rendu compte, pourquoi ce jour-là, que, vous savez, c'est tout plissé par là, ça fait des tas de petits plis. Bon, vous voyez un peu, bon. C'est pas très vilain, mais bon, c'est pas très joli non plus. Et j'ai vu ça. Et, ça m'a abasourdi. Je me suis dit, mais oui, mais tu es une vieille peau, quoi, j'ai pensé à cette expression. Tu es poussière et tu redeviendras poussière, il faut jamais... Ça, j'y ai pas pensé parce que j'avais pas beaucoup de citations de la Bible. En fait, je la connais, cette citation, elle est très bien. Puis après, je me suis dit, bon, tant pis, de toute façon, t'étais pareil hier, avant-hier, personne t'a rien fait remarquer.
Alors j'ai pris le dessus. Et j'ai eu un coup d'effroi. J'emploie le mot panique assez souvent dans le livre. Il y a des moments où on est en panique. Comme quand je dis je sanglote sur mon ordinateur, c'est pas tous les jours. Il faut se ressaisir, il faut remettre les pieds sur terre. Oui, puis alors on cherche partout. Donc du coup on devient incohérent. Parce qu'on commence une chose, puis ça entraîne une... Vous voyez, on n'a plus un comportement maîtrisé. Rationnel, moi qui étais la reine de l'organisation du travail, de la méthode, de faire une chose après l'autre, etc. Forcément, pour passer les concours de Normal Sup, il fallait savoir faire ça. Mais maintenant, il y a des moments, c'est tout brouillon, c'est tout... Et c'est très difficile à admettre. Faut s'adapter, quoi. Faut s'adapter. Mais bon, c'est pas très grave, mais c'est vraiment... j'aimerais montrer vraiment ce visage-là de la vieillesse et pas un visage irénique, si vous voulez. Hein. Je lis énormément de livres sur les vieux et il y en a un très grand nombre qui nous disent « mais c'est extraordinaire, tout recommence, 70 ans, hein, tout recommence, tu vas pouvoir contempler, tu vas pouvoir regarder l'eau, dans le friseli de l'eau, ou je sais pas quoi, ou le vent dans les... Vous êtes une femme d'action. Moi, en plus, non, j'ai écrit des poèmes, mais j'ai pas besoin d'attendre qu'on me dise de regarder la nature pour la regarder. Mais c'est un point qui est important, ça. Peut-être, je peux me permettre là. C'est que le lien n'est pas fait entre mon présent et mon passé par ceux qui s'occupent de nous. Vous voyez? Ils voient pas la connexion. Et vous ont pas connu dans votre âge mature, quoi. Si à 50 ans ou à 40 ans, je me suis mis à faire de la méditation et que je suis habitué à méditer, dans ma vieillesse, je vais transposer ça là. Mais si j'en ai jamais fait, si c'est pas du tout dans mon... J'ai pas envie de faire ça, hein. Alors pourquoi me demander de méditer maintenant tout d'un coup? Parce que j'ai 70 ans. Vous voyez, c'est ça, c'est ce formatage. Et puis cette vision, oui, toujours joyeuse. Bon, enfin... Mais ça, c'est vrai dans... Le conditionnement est prêt ouais, c'est vrai à tout âge, voilà. Voilà, parce que le conditionnement, vous le connaissez aussi dans l'entreprise, avec le management. Donc c'est un peu la même chose qu'on nous applique. On nous manage. Voilà. De A à Z. À ceux qui nous parlent comme à des enfants, c'est l'ouvrage de Madeleine Melchion. Merci à vous, madame. Je vous remercie.